Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle, ça y est, je vais vous donner mon retour sur la saison 1 de l'adaptation du jeu vidéo The Last of Us. Mais avant toute chose, avant d'arriver à ça, j'aurais souhaité dire quelques mots. C'est-à-dire que comme vous le savez, autant pour moi que aussi pour beaucoup d'entre vous, on en a vu des films et des séries qui ont des fois divisé, mais aussi, et pour le plus souvent, rapproché. J'ai deux exemples. L'année dernière, comme vous le savez, il y a eu Gladiator 2, le dernier de Ridley Scott qui est sorti, ainsi que Alien Romulus de Fede Alvarez. Et ce sont deux films qui, voilà, les gens n'ont pas été d'accord parce qu'ils ne voyaient pas l'intérêt d'une suite, ou cette suite a été mal faite. Il y a eu tout ça. Ça a beaucoup fait grand verger, ça a beaucoup fait commenter. Mais quand ça a fait commenter, c'était plutôt safe, si je puis dire. Après, si ce n'est que peut-être un ou deux commentaires, mais ça allait, c'était quand même posé. En revanche, pour concernant The Last of Us, vous voyez, je suis pour ma part un fan hardcore de cette licence. Une licence que j'ai platinée, mais un nombre incalculable de fois. C'est un jeu auquel je rejoue tous les ans, car j'adore l'histoire, le scénario, la réalisation. Voilà, je suis un grand amoureux de ce jeu, donc voilà, un gros passionné. Et comme pour beaucoup d'entre vous, j'attendais cette première saison d'arrache-pied, avec vraiment une impatience. Je guettais la sortie, la plateforme sur laquelle ça allait sortir, voilà, comme pour beaucoup d'entre vous. Et donc quand elle est sortie, encore une fois, comme pour la plupart d'entre vous, forcément, je l'ai regardé, j'ai regardé et tout ça. Et peu importe que la série ait été bonne ou pas, il y a quelque chose qui m'a à la fois fait un peu de mal, autant que assez déçu. C'est-à-dire que c'est la première série où je constate qu'il est impossible d'avoir un avis soit mitigé ou négatif. Car attention, avoir un avis mitigé ou négatif, on a le droit de ne pas avoir aimé une œuvre sans pour autant la démonter. Et donc, l'œuvre, le but n'est pas de la démonter, mais on a le droit de dire qu'on n'a pas aimé. Voilà, et il faut respecter ça. Maintenant, avec The Last of Us, j'ai remarqué que si on n'a pas aimé, par exemple, Bella Ramsey, son interprétation, on n'a pas kiffé, soit on a un pédo, soit on a un violeur, soit on a un pervers, ou peut-être même les trois. Allez, on y va, sans on fout. Si on n'a pas aimé l'épisode 3 qui met en avant deux homosexuels, un couple, pendant 50 minutes, on est forcément homophobe et grossophobe, ou voire peut-être même aller, ça au fond, encore une fois, les deux en même temps. Si on n'a pas aimé l'épisode 5 qui met en avant les deux frangins afro-américains, Henry et Sam, là même, on est forcément raciste. Et pour en revenir avec justement, du coup, avec The Last of Us, force est de constater, et c'est ce qui m'a vraiment marqué, c'est que j'ai jamais vu une partie de la communauté aussi autant toxique que violente. Parce que je peux vous dire que je suis quand même tombé sur des commentaires, et pourtant moi j'en avais pas mis beaucoup parce que quand je vois toutes les saloperies qui ont pu pleuvoir sur ça, waouh, ouais, j'ai été choqué parce que même moi qui n'avais pas commenté quoi que ce soit, ou du moins vraiment très peu, juste de dire j'ai apprécié ou j'ai pas apprécié, parce que voilà, tout en argumentant. Sinon, dans ce cas, à quoi bon s'exprimer si c'est pour dégueuler, mais sans avoir quelque chose d'audible derrière? Eh bien, il y a eu des choses à mon encontre en tant que oui, moi blanc, hétéro-occidental, et ouais, il y a des choses que j'ai lues, et voilà. Donc, je tenais quand même à dire que quand on a aimé, on n'a pas aimé, on a le droit d'avoir cet avis, et quand je vois la communauté qu'il y a, franchement, j'ai un peu peur, je vous cache pas, pour cette saison 2 que je sais que je regarderai quand même, mais voilà, je sens que ça va être de nouveau un plus de torrent, et j'aurais juste envie de vous dire, les gens, calmez-vous, parce qu'encore une fois, voilà, on a le droit de ne pas avoir kiffé. À présent, voici mon retour sur cette première saison. Alors, les deux premiers épisodes démarrent très bien, c'est-à-dire que le showrunner a fait un travail qui est très dur, car adapter un jeu vidéo, que ce soit dans un format télévisuel ou tout simplement en film, c'est une grosse tâche. On a peur de se gameler, on a peur de ne pas avoir les outils nécessaires et de par conséquent pouvoir les mettre à application. Et il y a des exemples très simples, hein. Resident Evil sur Netflix, c'est une catastrophe. A contrario, Silent Hill de Christophe Gans,
est excellent. En tout cas, pour ma part, j'ai beaucoup aimé. Il a compris non seulement le lore, et en plus, il a très bien su le représenter à l'écran. Mais toujours est-il que les showrunners ont eu un sacré boulot, par conséquent. Et donc, la série démarre très bien. Ils arrivent à poser l'ambiance, une ambiance lentement mais sûrement qui monte en tension. Et pour démarrer ces épisodes, on commence d'abord avec une scène d'introduction plutôt originale qui parle des dangers du champignon lors d'un show de télévision. Et ensuite, donc dans ce premier épisode, une fois que ça s'est passé, on va donc faire la rencontre, voilà, donc des fameux personnages de Joël ainsi que de sa fille Sarah. Car oui, l'histoire de jeux vidéo, que ce soit donc dans le jeu autant que dans la série, c'est l'histoire de Joël malheureusement qui va perdre sa fille Sarah parce que c'est le début de l'apocalypse et quelques années plus tard, il va se retrouver à être amené à devoir transporter une petite fille qui s'appelle Ellie d'un point A à un point B dans le but qui est le suivant, c'est-à-dire qu'elle s'est faite mordre, mais elle n'est pas infectée. Elle est donc par conséquent immunisée, et le but de cette mission, c'est de l'emmener jusqu'à la faction qui s'appelle donc les Lucioles, et qu'une fois arrivée chez eux, elle se fasse opérer dans le but qu'un vaccin soit fabriqué pour que justement tout ce monde post-apocalyptique s'arrête et que les gens reprennent une vie normale. Voilà la base de The Last of Us maîtresse normale, c'est ça le matériel brut d'origine. Mais bon, voilà, comme vous savez, rien ne va se passer comme prévu. Et donc dans ce premier épisode, c'est comme ça que ça va démarrer. Donc nous allons être les yeux de Sarah, qui vit une journée d'écolière comme toute autre journée. Et donc la tension monte, elle s'inquiète, elle se pose beaucoup de questions. Et va arriver malheureusement, eh bien voilà, le fameux choc, ce qui nous a tous brisé le cœur honnêtement, c'est que voilà, arrivé sur un soir, eh bien elle entend des bruits dehors alors qu'elle est chez elle, elle comprend pas. Là arrive son père Joël, très bien incarné au passage par Pedro Pascal. Et donc, ce qui se passe, c'est que les deux, ils sortent de la maison. Il y a donc Tommy, le frère de Joël, qui les rejoint. Et ils partent. Et là, on est vraiment comme dans le jeu vidéo, hein. C'est crédible, c'est fidèle. Ils montent dans le pick-up, ils y vont. Joël augmente le son de la radio et apparemment, ça part en freestyle. Voilà, là, ouais, c'est vraiment l'apocalypse. Ça part dans tous les sens, ils comprennent pas. Et quand ils vont arriver au centre-ville, là, t'as deux avions qui vont se cracher. Là, leur voiture va faire un tonneau. Là, Joël récupère Sarah. Ils vont passer par un fast-food. Et pendant ce temps-là, Tommy leur demande de partir pour les protéger. Et là, on commence à voir des claqueurs qui arrivent un petit peu de part et autre, ou en tout cas, non, je me gourre, ce ne sont pas des claqueurs, mais ce sont des rôdeurs, ils arrivent, hop, 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 et là, malheureusement, bah, le gros choc, c'est que Joël se retrouve face à un militaire, et le militaire, via son talkie-walkie, va recevoir un ordre, et là, Joël, il comprend, sauf que malheureusement, le pauvre n'arrive pas à interagir comme il l'aurait voulu, et là, premier choc du jeu, malheureusement, Sarah se fait toucher. Dans cette même foulée, Tommy arrive et tire une balle dans la tête de ce même militaire. Et hélas, Sarah décède, Joël pleure, et voilà comment va donc démarrer The Last of Us. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'entre cette ambiance qui arrive, plus ces deux éléments qui se sont passés dans cette même scène, eh bien ça nous donne le ton dans lequel ben voilà va se raconter la série. C'est sans concession, donc autrement dit c'est brutal et c'est extrêmement triste. Quelques années plus tard, Joël vit de travail. Voilà, l'apocalypse est là. Il fait donc des boulots. On va également faire eh bien, la rencontre de Tess, magnifiquement interprétée par Anna Torv. Et là, va venir se proposer une mission pour Joël. C'est-à-dire que Marlène, donc une autre personne qui également intervient, va lui proposer de faire passer un colis de leur ZQ jusqu'à une autre ZQ. Sauf que la particularité de ce colis est une jeune fille. Et cette jeune fille s'appelle Ellie. Ellie, donc incarnée par Bella Ramsey. Donc ils font connaissance, etc. Joël ne se pose pas plus de questions que ça. Parce que en l'échange de Ellie, qui ramènerait donc à l'autre bout du pays, eh bien en échange, il y aura des vivres, des munitions, ainsi que tout un tas d'autres attirails. Le gros X, c'est que, alors que c'est en pleine nuit et que ils sont presque arrivés à la fin de leur mission,
Joël se retrouve face aux militaires avec lesquels il avait traité, il y avait de cela quelques minutes avant la fin du premier épisode, et là en fait le militaire il sort une Game Boy, je vais l'appeler comme ça, et là en fait donc il passe un premier jet sur Joël, tout est bien, le personnage de Tess pareil, par contre Ellie, eh bien la Game Boy, bip 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 bip, voilà, c'est pas bon, elle est infectée, et là pour le coup bah c'est la grosse surprise parce que les spectateurs ne s'attendaient pas. Nous, les gamers, oui, mais par contre, les spectateurs ne s'attendaient pas, et ils s'attendent encore moins à ce qui va se passer, c'est-à-dire que Joël va tabasser le militaire, il va le tabasser, il lui met au moins 15 patates dans la tronche, mais une fois qu'il l'a mis hors service, bah, il se retourne vers Ellie, et il lui demande, mais qu'est-ce que c'est que ce Beans en fait? Et là, en fait, et bien voilà, on apprend le pourquoi du comment, c'est-à-dire que Ellie leur dit qu'en fait elle a été mordue il y a de cela 3 semaines en arrière, mais qu'elle n'a pas été infectée. Et Joël est forcé de constater que ce qu'elle dit est vrai, et donc en grosso modo le but, et c'est là où il lui dit, il faut qu'il l'emmène jusqu'à là-bas pour qu'elle puisse du coup se faire opérer. C'est donc comme ça que va se terminer le premier épisode. Maintenant, passage au deuxième, qui redémarre donc avec une scène d'intro, très bonne scène d'intro, c'est donc avec une scientifique, et bien voilà, au niveau du champignon, elle voit qu'est-ce qu'il en est, et donc elle va demander à ce que la ville dans laquelle elle habite se fasse éradiquer, car malheureusement il n'y a aucune autre solution. Donc là c'est pareil, hein, la tension est crescendo dès le début, c'est angoissant, et ensuite nous allons donc suivre dans ce second épisode, et bien voilà, l'ascension du coup qui va avoir lieu donc entre Joël, Tess ainsi que Ellie. Et quand ils vont se voir comme ça, bah, ils vont apprendre à faire connaissance, ils vont parler. Mais nous, en tant que spectateurs, eh bien, nous allons découvrir les premiers claqueurs et par conséquent le danger qu'ils représentent, puisque c'est ce qui se passe dans le jeu vidéo et c'est eux qu'on va être amenés à rencontrer durant toute l'aventure. Donc ils vont les rencontrer, c'est bien mis en scène, c'est intéressant, c'est crédible, ça respecte le jeu. Bon bah super, c'est génial. Sauf qu'excepté à la fin, quand Tess malheureusement va mourir parce qu'en fait malheureusement, elle s'est faite infecter, elle a été du coup mordue, et elle préfère, elle doit y passer, et elle va convaincre tant bien que mal Joël, qui va du coup finir par accepter, et bien de poursuivre la mission. Donc elle se sacrifie, ouais, si je puis dire pour eux, et donc là il part, mais bon. Voilà déjà, là où je commence à avoir un petit peu de mal, c'est le comportement de Ellie, avec son air entre guillemets un petit peu hautain, et puis le côté un petit peu peste, mais bon, voilà, je me dis, on va voir comment que ça va se passer au fur et à mesure des épisodes. À présent, place à l'épisode 3. Et oui, cet épisode 3 qui a tant divisé de personnes. Et oui, car dans cet épisode 3, durant les 15 premières minutes, nous retrouvons donc Ellie et Joël, hein, puisque c'est eux que l'histoire va raconter. Et donc, bon, il parle, Joël explique à Ellie un petit peu comment s'est propagé ce fameux virus. Et puis à un moment donné, il y a une scène que personnellement j'ai pas compris plus que ça, et qui est qu'à un moment donné, elle se retrouve toute seule face à un claqueur, mais qui s'est pas transformé à 100% et qui est à moitié enseveli. Et là donc elle lui ouvre le crâne, et puis après, enfin elle le regarde en fait d'un air presque autant sadique que pervers. Et là, je sais pas pourquoi, paf, elle lui plante le couteau et puis elle se barre comme si de rien n'était. Je vous avoue que j'ai pas trop capté le pourquoi du comment. C'est un peu comme Joël avec son arme quand à un moment donné il la cache, etc. Mais déjà, moi, il y a un truc que je comprends pas. Tu dis qu'il y a pas assez de munitions ou que du moins il y en a très peu. Mais enfin, je sais pas. Je veux dire, on est censé être au cœur de l'apocalypse. Que ton arme, elle est 2, 3 ou une balle, tu la gardes quand même, puisqu'il te faut quelque chose pour te protéger. Bon, ça, voilà, un défaut parmi tant d'autres. Ensuite, quand on arrive au bout des 15 minutes, nous faisons donc la rencontre dans un flashback et qui va durer 50 minutes, et bien voilà, du personnage de Bill. Bill qui est un donc PNJ dans le jeu vidéo, et c'est le premier que nous allons rencontrer. Dans le jeu vidéo, quand Tess va malheureusement décéder, Joel dit à Ellie qu'ils doivent aller voir Bill parce que Bill a une dette envers lui, et que ils ont besoin aussi d'un moyen de locomotive, car on va pas se mentir, hein, ils vont pas traverser le pays à pied, sinon sinon ils arriveront jamais. Et donc dans le jeu vidéo, quand ils arrivent aux abords de la ville, Joël brief entre guillemets Ellie sur qui il est, mais cette ville a quand même une grosse particularité, c'est qu'elle est truffée de pièges, aussi fou dingo autant les uns que les autres. Et dans ce chapitre,
alors que Joël ouvre la porte d'un bâtiment. Il tombe dans un piège de dingue, il se fait donc attraper le pied et sa tête se retrouve du coup retournée. Et là, Ellie va essayer de le sauver. Joël commence à tirer par une horde de claqueurs. Et là, qui va-t-on arriver? Le fameux Bill. Donc Bill est un homme barbu bourru, c'est un nounours on va dire. Et donc quand on le découvre, eh bien, on a affaire à quelqu'un qui voit de toute évidence est seul. Ça se voit parce que il se parle à lui-même, il rigole. On va avoir également affaire à de croustillantes punchlines entre lui ainsi que Ellie. Ah, moi je me rappelle, je m'étais tapé mais tellement de barres sur ça. C'est Ellie avec son petit caractère mignonne comme tout. J'ai rigolé. Et d'un autre côté, avec Joël, il parle et puis il lui dit qu'il ne faut surtout pas s'attacher parce qu'il a eu un partenaire lui aussi dans le passé, mais que ça s'est pas bien passé, etc., etc. Et ce qui va se passer en fait donc dans ce chapitre, c'est que nous découvrons donc qui est Bill, mais dans la même foulée, et bien on se rend compte que c'est vraiment, mais c'est la mouise en fait, en dehors de ZQ, vraiment, on est dans le qui-vive constamment, c'est extrêmement dangereux. Je veux dire, Bill est un psychotique, c'est un putain de paranoïaque, survivaliste jusqu'au boutisme, et voilà, et on le voit, honnêtement, en tant que joueur, moi je me rappelle, mais je m'étais dit, il est barjot, et quand je voyais tous les monstres autour de moi, mais je me dis, ouais, franchement, vraiment, c'est super chaud en fait, quoi. Et ce qui va se passer dans ce chapitre, c'est qu'en fait, eh bien, c'est grâce au personnage de Bill que Joel ainsi que Ellie vont commencer à se rapprocher. C'est-à-dire que avec Bill, ils vont donc aller fouiller dans une partie de la ville où même Bill ne voulait pas aller, bien que pourtant il est quand même chou bouillant, mais même lui, il voulait pas y aller. Ils y vont et c'est là où est-ce qu'ils vont rencontrer le premier colosse qui est au passage un superbe combat et malheureusement une fois qu'ils auront traversé toutes ces épreuves, eh bien, ils vont tomber, hélas, sur le cadavre, voilà, du partenaire de Bill, et qui est Frank. Frank qui est retrouvé pendu. Et là, quand Bill il le voit, que Bill fasse le gros dur, et ainsi de suite, Bill, quand il va le regarder, un voile très sombre et très triste s'installe sur lui, et le pauvre Frank, en fait, en question, on voit même pas sa tête, on le voit à peine quoi, 3 secondes dans le jeu vidéo, on voit seulement sa taille avec ses jambes et avec une lettre qu'il a écrite avant de mourir, c'est-à-dire que il en pouvait plus du comportement de Bill de vivre sous le même toit que lui et il a tenté de se faire la belle et c'est donc lui qui a volé du coup la batterie de la fameuse voiture et qui était donc voilà la mission de ce chapitre et malheureusement il s'est fait mordre et il a préféré plutôt se suicider que se transformer. Donc vous voyez, même ne serait-ce que ça, et bien voilà, on est complètement pareil dedans. Ça fait partie malheureusement des risques, voilà, du jeu vidéo, les suicides, le fait, voilà, de se sacrifier pour les autres. Voilà tous les éléments qui font l'histoire de The Last of Us. Maintenant, concernant cet épisode 3 qui donc a divisé, parce que pendant 50 minutes, nous allons mettre en avant voilà, ce couple homosexuel. Eh bien écoutez, ça avait fait un énorme tapage, hein, les médias quand cet épisode est sorti, c'était pour eux le meilleur épisode sans doute jamais écrit et réalisé dans toute l'histoire de la télévision. Et puis beaucoup de personnes ont pleuré. Voilà, hier, des personnes étaient hétéros et grâce à cet épisode, ils sont devenus homosexuels. Ah, écoutez, hein, s'ils se sont découverts ainsi, c'est tout à leur honneur, ma foi. Mais en tout cas, voilà, cet épisode a beaucoup fait parler de lui, a énormément divisé, et bien justement, de par cette prise de liberté, c'est-à-dire parler donc de l'orientation sexuelle de Bill avec ce qu'il va vivre avec Frank. Et pour ma part, eh bien écoutez, pour moi cet épisode, déjà que les deux étaient bien, celui-là pour moi est une putain de masterclass absolue. Alors là franchement ouais, je le dis, pour une fois les médias ont eu raison, félicitations à eux parce que j'ai été tout simplement ému. J'ai trouvé ouais cet épisode particulièrement doux et tendre, c'est une très belle histoire d'amour. Voilà, Bill a une meilleure fin. Sans déconner, moi quand je les ai vus en train de s'embrasser, se prendre par la main, rigoler, se faire des petits bisous dans le cou, j'ai trouvé ça tellement choupinou, c'était tellement mignon. Là, il y a de l'humanité, il y a de l'espoir et ça fait tellement du bien, ça fait tellement du bien. Ouais, franchement, le showrunner, les gars, vous avez assuré comme des bêtes. Craig Mazin au scénar, ta prise de risque était comme ça. Franchement, GG. Et quand t'as Peter Howard, qu'est-ce que tu voudrais que je te dise, cher réalisateur, t'as très bien réalisé parce que cet épisode, j'ai dû le voir au moins 3 ou 4 fois et je suis toujours autant ému. Et pourtant, je suis hétéro.
Ah là 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 là. Ah non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Je n'ai pas aimé cet épisode. Et non, pour moi, cet épisode n'est pas une masterclass intersidérale. Et non, pour moi, comme le disaient les médias, ce n'est pas pour moi le meilleur épisode jamais écrit et réalisé dans toute l'histoire de la télévision. Au contraire, je trouve que c'est une insulte par rapport à d'autres séries qui sont sorties avant The Last of Us et qui, elles, ont traité avec subtilité, respect et pudeur justement de la thématique de l'homosexualité et qui elles-mêmes en plus sont sorties de l'écurie HBO. Et je pense à des séries comme Six Feet Under, la série Oz qui est une de mes séries dramatiques préférées. Et là avec cet épisode, alors non, cet épisode je n'ai pas aimé. Mais attention, ce n'est pas parce que je n'ai pas aimé que pour autant je vais dégueuler dessus. C'est pas parce que vous avez aimé que je vais vous reprocher quoi que ce soit. Si au contraire sur vous ça a matché, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun souci. Moi pour ma part, non, j'ai pas aimé. C'est-à-dire que dans cet épisode, donc on va parler voilà, de Bill, mais on parle de quoi? On parle de son homosexualité. Pendant 50 minutes, on va te raconter le quotidien d'un couple homosexuel et par conséquent de toutes les étapes de leur relation intime, jusqu'à qu'ils crèvent à la fin. Personnellement, pour ma part, j'ai pas autant du tout aimé le parti pris, autant que ce qu'on m'a montré dans cet épisode, parce que pour moi, eh bien oui, même si ça sort de l'écurie HBO et que ça a été co-créé autant par Craig Mazin, à qui on doit la superbe série Tchernobyl, ainsi que par le co-créateur Neil Druckmann, ils ont beau avoir tous été là, je suis désolé, mais pour moi, cet épisode, il est hors sujet. Il a aucun rapport avec l'univers, et si pour beaucoup, c'est ce qu'on appelle une prise de liberté que d'avoir montré deux homosexuels à l'écran, bah écoutez, on n'a pas tous la même définition de prise de liberté. Parce que personnellement, je me suis ennuyé, mais en plus de ça, enfin, j'ai trouvé cet épisode autant dégoûtant, malaisant, hypocrite, que autant qu'il n'a rien à voir avec l'univers. Et je vais à présent développer le pourquoi du comment. C'est-à-dire que c'est-à-dire que dès les premières minutes, alors que Ellie et Joel sont en train de parler, il y a un plan caméra, hop, qui nous plonge dans un flashback. Et dans ce flashback, nous voyons donc l'armée en train de vider les maisons, sauf qu'il n'y en a qu'un seul qui va rester, qui va être donc le personnage de Bill. Bill reste, et puis là, il commence, bah voilà, donc à développer son survivalisme, et il commence à mettre tout en place, le tirage d'électricité, la bouffe, et tout ce qui va avec, jusqu'à un jour où, alors qu'il est en train de manger, et qu'il regarde un de ses écrans de sécurité cathodique, hop, il y a une personne qui tombe dans le piège. Quand il s'en rapproche, eh bien cette personne va être donc le fameux personnage de Frank. Sauf que quand il le rencontre, bah les mecs ne font que discuter le bout de gras, et puis là, bah Bill baisse sa garde tranquillement, très rapidement, et puis bah il le fait rentrer chez lui. Parce que t'as Frank, voilà, qui lui parle, qui lui dit qu'il a pas mangé depuis les 3 jours, qu'il sait pas mentir. Bref, il lui sort une disquette, et quand Frank arrive chez Bill, il se douche tranquillement. Bill lui ramène des vêtements comme de par hasard. Ses vêtements lui vont très bien. Et puis ensuite, Bill lui a également préparé un festin. Je vous raconte même pas. C'est-à-dire une bonne petite bouteille de rouge Saint-Émilion qui est là, puis se ramène avec deux belles assiettes. On aurait dit, ouais, un repas limite gastronomique digne d'un restaurant 5 étoiles qu'on retrouvera en Côte d'Azur. Et là, quand je vois ça, moi, il y a un truc qui me saute quand même aux yeux, forcément, c'est que mais, enfin, on est censé en fait vivre et dans un monde de survivalisme. C'est quand même censé être l'apocalypse, la fin du monde. Et je sais pas, moi, moi je suis survivaliste. Déjà pour commencer, je te fais pas rentrer chez moi comme ça. Et puis ensuite, je sais pas, Franck, bah, il a tellement faim, il souffre tellement que le mec, il passe je sais pas combien de temps sous la douche, il demande même à pouvoir rester encore un peu. Et puis après, il commence à manger comme un roi. Voilà, donc là, ils sont en train de manger comme des dieux. Moi, je suis désolé, je suis survivaliste, mais déjà, je te fais pas rentrer chez moi comme ça. Et puis, combien même, combien même je te fais rentrer, allez, parce que je suis un être humain et je me dis, bon, d'accord, je baisse à moitié ma garde, mais je reste quand même sur mes gardes justement. Et je te prépare pas un repas comme celui-là. Moi, je te donne un sandwich Sodebo, vous savez les triangles, avec une bouteille d'eau, et puis c'est tout. Et si après vraiment la personne a vraiment envie de rester, je vais te mettre à l'épreuve. Je vais te faire faire des trucs, etc. Comme te faire faire de la surveillance pour m'assurer que t'es une personne de confiance. Là, non. Il mange, et puis Franck commence à faire un peu de rentre dedans un Bill.
Bill, il est un peu sur ses gardes, mais voilà, il se laisse quand même aller. Et puis, une fois que Frank est rassasié, qu'il a bien mangé, eh bien, il va jouer au piano. Et après, c'est ensuite au tour de Bill d'y jouer. Et puis là, donc, Bill, c'est pareil, il tourne le dos à Frank. Mais à quel moment tu tournes le dos à quelqu'un que tu ne connais pas? Donc, Bill, il joue. Et là, t'as Frank qui le regarde. Et moi, la question que je me pose quand je vois ça, je me dis, en fait, Frank, depuis le début, il avait tout prévu. Et donc, il va lui sauter dessus, il va le buter. Et ainsi pourra récupérer sa maison avec ses vivres. Ben non. Non, il se rapproche de lui, il se penche et puis il lui roule un patin. D'accord. Donc il lui roule une pelle, il le serre contre lui, limite il le renifle carrément, il le regarde, il lui redresse l'épaule de la moustache pour de nouveau me embrasser. Et puis ensuite après, il lui demande d'aller prendre une douche. D'accord. Moi je me dis ok d'accord, bon moi je sais que dans le jeu vidéo il est gay. Là pour le coup il l'embrasse. Ok. Scène suivante, Frank est à poil dans le lit. Voilà, il attend. Autrement dit, il attend de passer à la casserole. Bill arrive, il a une serviette autour de sa taille. Frank lui enlève sa serviette. Bill s'allonge dans le lit. Et Bill est à peine allongé que Frank, il pose sa main sur son torse. Et il commence à lui gratter les poils comme si il passe un coup d'éponge voilà, dans une casserole. Et puis après, il commence à lui parler, que tout va bien se passer, qu'il se détende un petit peu, mais qu'il aimerait bien aussi séjourner quelques jours une fois ce qui se sera passé. Et tout ça, donc, en grimpant sur Bill et en s'allongeant sur tout le long de son corps. Et puis après, t'as Bill, il bégaye un peu, il fait OK. Et puis là, Frank, il lui roule une grosse pelle, il lui roule une pelle énorme, il commence à se dandiner au-dessus de lui, et après, il commence à lui grignoter tout le visage. Bon, moi je vous avoue que là, graphiquement parlant, je commence à atteindre mes limites. Je laisse un petit peu. Franck, il fait quoi après? Il descend sur le corps de Bill et il lui lèche le torse. Il lui lèche ses poils. What? Et après, sa tête disparaît de la caméra, sa main droite sur son torse, et après, tu l'entends en train de lui pratiquer une fellation. Et ensuite, la caméra se concentre du coup sur le visage de Bill qui sursaute. Bah parce que voilà, parce que il vient de se faire dépuceler. Euh... Ok. Alors déjà, mes limites graphiques ont été plus que dépassées. Je vous cache pas que moi déjà, j'ai trouvé cette scène autant dégoûtante, malaisante que hypocrite. Et j'ai failli faire une avance rapide. Parce que ouais, enfin... moi, pour vous, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, pour ma part, de voir deux barbus, bourrus, poilus, comme des moitiés de gorilles, se fourrer la langue comme ça dans la bouche, et les voir ensuite se lécher l'épaule du torse, pour ensuite terminer par une fellation, waouh! Personnellement, moi, ça m'a foutu la gerbe. Pour moi, là, il y a aucune mise en scène artistique digne de ce nom. J'ai trouvé ça, franchement, je me suis senti tellement gêné. J'étais en mode, ouah, moi, à un moment donné, j'ai détourné le regard, hein, sincèrement. Et pourquoi est-ce que je vous dis hypocrite? Parce que là, dedans, on montre donc dans un plan bien resserré, donc ces deux barbus bourrus, puis après, on nous les montre donc bien en train de se rouler une grosse péloche et puis se lécher. Par contre, ça c'est marrant parce que si c'est un couple hétéro qui aurait été mis à l'écran, ah, là par contre, ouais, le son de cloche n'aurait pas été le même. Et donc la femme qui aurait été à la place de Bill, la position dans laquelle elle est, si elle aurait été nue, etc., on pourra me dire tout ce qu'on voudra, mais elle se serait fait cataloguer, par conséquent insulter de salope. Mais là, on nous a montré deux gays à l'écran, le cahier des charges est rempli, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Vive l'hypocrisie, sincèrement. Autant j'ai trouvé ça très crade, malaisant, que j'ai été déçu. Séquence suivante, ça se passe un an et demi plus tard. Les deux bonhommes, ils se battent dans la rue. Mais si seulement ils se battaient pour des choses qui ont un rapport avec l'univers. C'est-à-dire des ennemis qui auraient mis la sécurité de leur ville à l'épreuve. Plus d'électricité, plus de vivres, plus rien à manger. D'accord, ok, là je te dirais, ben, super, d'accord. Il y a un rattachement qui se fait avec l'univers post-apocalyptique de The Last of Us. Car The Last of Us, on est quand même là pour regarder ça. De l'angoisse, de la tension, des gens qui ont faim.
Eux, non, ils se disputent pourquoi? Pour une histoire de dressing à rafraîchir, la façade d'une maison à repeindre, tonton Francky qui tape une crise parce qu'il aimerait bien inviter des potes à venir boire un petit rouge à la maison un vendredi soir. Et pour terminer, bah, il aimerait bien aussi repeindre, repeindre, pardon, la pelouse d'une baraque. Mais what the fuck en fait, enfin, il n'y a aucun rapport là. C'est c'est terriblement anecdotique. Ça, c'est quelque chose que je pourrais retrouver, mais n'importe où. Quel est le rapport en fait avec The Last of Us? C'est-à-dire que là, on est passé de 15 minutes. Bon, pour moi, c'est pas du The Last of Us à 100%, mais bon, ça en est quand même un minimum, mais c'est très aseptisé. Et là, je passe de The Last of Us à un épisode en mode Desperate Wave, mais dans un contexte qui flirte énormément avec avec de l'érotisme. Waouh, là j'ai l'impression que l'épisode 1 et l'épisode 2, avec les 10-15 premières minutes de l'épisode 3, c'était donc du The Last of Us, et là j'ai l'impression que c'est comme si que le showrunner avait mis un gros coup de pied là-dedans, et puis que hop, il nous mettait une nouvelle série. Là comme ça, le rythme est cassé, alors pour ma part, ce n'est que ma sensibilité, ça pourrait des fois fonctionner, briser ça, mais là, attendez, on est quand même à la saison 1 et à l'épisode 3. Et là, le showrunner prend ce pseudo-risque, comme il l'a si bien revendiqué, de briser le rythme. Mais là, c'est même pas une brisure de rythme, mais là, c'est carrément une erreur scénaristique en fait. Donc bon, moi quand j'ai vu ça, j'ai pas du tout compris. Et après, donc, pour en revenir à nos moutons, après la dispute, ils invitent donc des amis. Donc là, on a quand même le plaisir de retrouver, comment dirais-je, le personnage de Tess avec Joël. Alors bon, moi, le seul plaisir que j'ai eu dans cette scène-là, c'était de retrouver Anna Torv. Voilà, c'est cool, mais bon, c'est pareil. Ils sont quatre à manger tranquillement, ils sont tous bien habillés, comme si ils venaient de sortir de chez le magasin Kiabi ou même Calvin Klein, et puis ils mangent bien, nickel chrome, tout ce qu'il a avec, sans se préoccuper de se dire, mais il pourrait y avoir un danger. Oh bah non, ils mangent tranquille, ils sirotent tranquillement leur petit verre de vin rouge. Je... je ne comprends pas. Séquence suivante, tonton Bill et tonton Frank font du footing. D'accord, ok, très bien. Bon, bah ils font du footing, et puis après, Frank dit à Bill qu'il a une surprise pour lui. Donc Bill est tout émoustillé, ce qui est tout à fait compréhensible. Quand on dit qu'on va te faire une surprise, forcément, t'es content, t'es euphorique, et tu veux savoir ce qu'il en sera. Alors, quelle est la fameuse surprise? Bah, c'est un petit goûter. Voilà, Frank a échangé contre un flingue des graines pour faire pousser des fraises. Donc, il mange des fraises, il glousse tous les deux de rire, ok. Et puis là, t'as Bill qui dit à Frank qu'il s'excuse d'être trop vieux et qui lui dit que avant de l'avoir rencontré, il savait pas ce que ça voulait dire que avoir de la peur, ou du moins l'éprouver. Ouais, enfin, j'ai juste envie de te dire que pour moi, ça colle pas du tout. C'est-à-dire que de la manière dont déjà t'as fait la rencontre de Franck, il n'y a aucune subtilité. C'est-à-dire qu'en gros, Franck, quand il est tombé dans un de ses pièges, t'as l'impression que c'est un technicien qui l'a poussé, voilà, et que celui-ci a été gommé en post-production. Et comme dirait notre mythique et légendaire John McClane dans Piège de cristal, sur 6 millions de terroristes, je viens de tomber sur le seul qui a des pieds aussi petits que ceux de ma sœur. Bah là avec Franck, c'est exactement pareil. Il aurait pu y avoir n'importe quel mec commun qui tombe, comme de par hasard. Oh, Franck est également homosexuel. C'est quand même dingue, hein, les coïncidences. Waouh! Quelle subtilité et intelligence d'écriture. Franchement, félicitations, le showrunner. Enfin bref, passons. De toute façon, maintenant que c'est fait, c'est fait. Séquence suivante. En pleine nuit pluvieuse. Frank se fait réveiller par des détonations. Donc il se lève et il se rend compte que Bill n'est plus à ses côtés, puisque effectivement on peut retrouver Bill dehors. Il est en plein milieu de la rue avec une casquette en mode bien américain, avec un fusil à lunettes, en train de tirer sur des pilleurs. Et là, attention, accrochez-vous, suspense incroyable, transpirant à souhait, et ben il se fait toucher. Ah là 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 là, je vais essayer de pas m'énerver et puis d'être le plus posé possible. Mais tonton Bill, sans déconner, à la base, t'es quand même un survivaliste, du moins quand l'apocalypse s'est déclenché, ça a fait de toi un survivaliste avec le temps. Et, je sais pas, mais n'importe quelle personne normalement constituée avec un brin d'intelligence va se mettre à couvert. Il y a une déco dans cet environnement où il est. Bah non, il reste au milieu de la rue et... Ah, il se fait tirer dessus, et en particulier au foie. Mais attends, mais mec, mais t'es con ou tu le fais exprès? Je sais pas, t'as une dizaine de pilleurs, déjà, ils se sont bouffés par tes pièges. Déjà, pour commencer, ils se sont bouffés par tes pièges, donc à un moment donné, mets-toi sur le côté, combien même, tu te mets quand même sur le côté, même si tu te caches derrière un pauvre petit poteau, mais tu fais quand même ça. Bah non,
Là, il s'est pris pour Rambo. Oh, il se fait tirer dessus. Bah ouais, encore une ficelle scénaristique toute dégueulasse, toute pourrie, pas du tout écrite correctement, même pas réfléchie. Et là, après, bah évidemment, arrive à la rescousse tonton Franck. Et là, voilà, et puis là, t'as Bill qui lui dit d'appeler Joël, et t'as Franck qui lui dit non, non, ça va aller, qu'il va réussir à le soigner. Enfin bref, voilà. Bon, bah d'accord, ok. À présent, c'est quelques années plus tard, je crois que c'est quelque chose comme 10 ou 13 années plus tard. Euh, on peut voir au loin, sur le perron, sur le porche, pardon, d'une maison, on peut voir donc bah, toujours un couple, mais un qui est debout et un autre qui est assis. Alors, moi, quand je vois la personne assise, ma première déduction, c'est peut-être que c'est Bill. Parce que comme Bill, il s'est fait toucher, même si Frank pensait pouvoir le soigner comme il se doit, peut-être que malheureusement, Bill, voilà, ça lui a peut-être procuré une blessure beaucoup plus grave, et que ça se trouve, ça l'a peut-être rendu handicapé, que c'est par conséquent lui, dans ce fameux fauteuil roulant. Eh ben non, c'est pas lui, c'est Franck, car apparemment, bah voilà, ils vieillissent, et du coup, bah, Franck, il s'apparenterait que, bah, en fait, voilà, il soit atteint d'un cancer, mais plus particulièrement une sclérose en plaques. Alors là, vous voyez, hein, je vais pas être un connard pour le coup, parce que je pourrais l'être, mais non, je suis quand même objectif de par rapport à ça, et comme je vous l'avais dit, moi, il y a des choses que j'ai pas compris, que je trouve qui sont complètement claquées, et je comprends pas que le showrunner ait écrit ça, en fait. Mais d'un autre côté, il y a quand même des choses, quand même deux, trois petites bricoles qui étaient quand même pas mal. Et celle-là en fait par exemple partie. C'est-à-dire que Bill va donc s'occuper de Frank, voilà, il va prendre soin de lui, il le douche, il lui sert à manger, il va lui donner des médicaments, il va lui donner tout ça. Alors bon, les médicaments, alors j'irai même pas me pencher là-dessus parce que c'est pareil, il lui fait le démédoc et tout, mais j'ai envie de te dire, à quel moment t'es médecin? C'est-à-dire que même si, admettons, t'as une pharmacie dans la ville dans laquelle vous êtes, mais qu'est-ce qui te fait croire que les médicaments que t'as donnés vont faire leur effet? Parce qu'encore une fois, t'es pas tout bip, tu peux pas savoir. Mais bon, encore un autre problème pour moi scénaristique. Et donc, il y a ça, donc ça se passe plutôt pas trop trop mal, j'ai trouvé ça assez touchant pour le coup, mais ça va être encore une fois que de courte durée. Et oui, parce que sur un beau matin, et bien voilà, alors que Bill se réveille, il voit que Frank en fait n'est plus dans le lit, mais qu'il s'est assis dans sa chaise roulante. Et là en fait voilà, Frank va donc expliquer à Bill que bah, il a suffisamment bien vécu, mais qu'il a décidé que cette journée serait la dernière. Voilà, parce qu'il a décidé qu'il en avait marre, et puis il aimerait mettre fin à ses jours. Et donc là, voilà, donc Bill va commencer à chouiner, parce que voilà, il veut pas qu'il parte tout seul, pas comme ça, etc. Et puis bah, vous voyez, quand on me disait que cet épisode était romantique, alors moi personnellement, je vois pas du tout à quel moment un quelconque romantisme est présent dedans, mais bon. Encore une fois, on a tous notre définition du romantisme vis-à-vis de notre sensibilité, mais toujours est-il que là, de ce que je vois, vous voyez, c'est encore Frank, au travers de sa maladie, parce qu'il va refuser à Bill que celui-ci trouve du secours, encore une nouvelle perche scénaristique que Craig Mazin aurait pu prendre et puis se dire bah tiens, Bill va faire sortir Frank de la ville ou lui-même il va sortir pour aller chercher quelque chose et hop, là tu peux avoir des claqueurs et puis il aurait pu soit se faire mordre ou Bill aurait pu lui aussi pourquoi pas se faire mordre et puis là il y aurait eu du romantisme parce qu'il va se faire transformer et puis Bill aurait pu être complètement déconfit de ça et faire est-ce que je le bute, est-ce que je le bute pas ou là Frank qui va lui dire écoute tue-moi parce que je vais pas me transformer et je veux vivre notre amour une dernière fois mais que tu me tues ensuite par amour. Ouais, là je t'aurais dit ok, là il y a du romantisme. Mais non, il n'y a rien du tout. Parce que Franck va autant me raconter à moi qu'à vous qu'à Bill comment va se terminer ce putain d'épisode. Non mais sans déconner. D'abord il lui dit va me chercher, tu vas me faire des toasts, ensuite on va passer par un magasin de vêtements pour nous prendre des costumes, et ensuite on passera à la bijouterie car oui, nous allons nous marier, et puis après, arrivé au soir, tu me feras encore un de tes succulents repas, depuis lequel tu mettras des médicaments dans mon verre de vin rouge, puis ensuite tu me prendras dans tes bras et tu m'accompagneras jusqu'à la chambre, et nous mourrons tel Roméo et Juliette dans les bras l'un de l'autre. Euh... Ok. D'accord, d'accord, d'accord. Et donc voilà, et là, bah là, voilà comment ça se termine. Voilà, c'est-à-dire qu'il nous a déjà tout raconté. Et moi, je vous le dis honnêtement, hein, personnellement, ça, admettons, on m'aurait montré une séquence dans laquelle ils choisissent vraiment des costumes et dans laquelle ils choisissent vraiment une bague et tout ce qui va avec. Là, par contre, j'aurais vraiment fait l'avance rapide parce que là, pour moi, moi, je me suis senti trop anxiogène sur ça. Il y a un moment donné, le showrunner, on a compris qu'ils étaient amoureux. Nous avons également compris qu'ils étaient gays et que c'était ça que vous mettiez en avant. Mais s'il vous plaît, pardi, ça ne fait pas avancer le scénario. Il n'y a rien qui avance. Et juste avant d'arriver à ça,
Bon bah voilà, du coup, arrivé au soir, alors que Frank et Bill sont en train de bouffer, et bien voilà, Frank découvre que Bill a mis des médicaments dans son verre et qu'ils vont partir ensemble. Et là, bah voilà, la dernière phrase de Frank, c'est Oh Bill, c'est tellement romantique. Ok, ok, ok. Voilà, moi c'est ce que je reproche à cet épisode, c'est-à-dire que voilà, tout s'appuie que sur une chose, c'est cette romance. Voilà, pendant 50 minutes, on te raconte autant le quotidien que toutes les étapes voilà, d'une relation, mais qui a la particularité bah, voilà, d'être gay. Mais en fait, moi c'est bien, mais j'en ai rien à faire. C'est-à-dire que dans le jeu vidéo, on le sait que Bill est gay, mais ça a été dit subtilement. Ça a été bien apporté. Et bon, voilà, c'était qu'une caractéristique. Mais là, pour le coup, le showrunner m'en a fait tout un paltaquès pendant 50 minutes. Je ne comprends pas. Alors, j'ose imaginer que oui, ils ont voulu faire passer des messages, c'est indéniable, mais je ne rentrerai pas dans ça parce que je n'en ai pas envie. Déjà pour commencer, pour moi personnellement, et puis je ne veux pas non plus que ça vienne, voilà, empiéter sur ma chaîne, mais en tout cas, génial. 50 minutes de perdu pour te raconter le quotidien d'un couple homosexuel et par conséquent toutes les étapes de leur relation amoureuse. C'est-à-dire qu'ils mangent bien, ils boivent bien, ils tirent un coup de temps en temps, ils invitent des potes à boire, ils font du footing. Sans déconner, sans déconner. C'est du n'importe quoi. Et vous voyez, si encore, moi, ce parti pris, j'ai pas aimé. Et c'est pas grave. Les goûts, les couleurs, il n'y a pas de souci. Ça, moi, je le mets de côté. Mais vous voyez, si ce parti pris arrivait à la fin de celui-ci, Bill, au moins, lui, aurait survécu. Je t'aurais dit, ok, là, tu te greffes à l'univers et ça apporte quelque chose. Mais là, ça apporte rien. C'est un flashback, c'est une tranche de vie qu'on aurait pu voir dans n'importe quelle série de n'importe quelle saison. Et voilà, tu me montres juste une tranche de vie, puis à la fin, les deux, ils meurent. Pour moi, ça fonctionne pas du tout, en plus d'être complètement hors sujet de l'univers. Et puis bah après, bah, comment que ça se termine? Et bien voilà, Joel et Ellie arrivent chez eux, et c'est pareil. Quand ils arrivent chez eux, la maison est propre, il n'y a pas un pet de poussière. Tu vas quand même pas me dire que, entre-temps, il n'y a pas des pilleurs qui ont tenté de venir ou de voler quoi que ce soit. Non, tout est nickel, tout est parfait. Comme si que l'équipe technique venait de dire avant, action! Et puis que voilà, tout est propre. Il y a de la bouffe, il y a tout ce qu'il faut. La voiture, je t'en parle même pas. La batterie déjà dedans, il y a déjà de l'essence. Vas-y, let's go ma poule. Ouais, j'ai pas du tout compris l'engouement pour cet épisode que j'ai vraiment pas du tout, mais pas du tout aimé. Épisode 4, nous retrouvons donc Ellie et Joël à bord du pick-up. Ils sont en route donc, et bien voilà, pour poursuivre leur chemin jusqu'au Luciole. Et donc là, Joël et Ellie vont parler. Ellie va sortir un magazine de son sac et ce magazine s'avère être un magazine à caractère pornographique. D'accord, ok. Dans le jeu vidéo, cette séquence-là, elle était censée être la subtilité qui expliquait donc le fait que Bill était donc bah, homosexuel. Là, en l'occurrence, elle nous le montre et en théorie, on devrait être censé rigoler, nous les gamers. Mais en fait, mais le showrunner, ça fonctionne pas, puisque dans l'épisode précédent, vous m'avez fait manger une romance gay anxiogène complète. Et là, pour le coup, vous vous attendiez en fait à quoi à ce que je fasse aïe 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 aïe. Bref, passons. Donc, on va donc avoir lieu un road trip qui va être donc accompagné bah, par de très belles images dans lesquelles Ellie et Joel vont donc faire un petit peu de survivaliste, ils vont se poser, ils vont manger. Et ensuite, ils vont avoir affaire à une embuscade puisqu'ils vont arriver dans une ville qu'ils ne connaissaient pas. Là, ils vont se faire attaquer par des pilleurs. Mais là, pour le coup, eh bien, Joel va se faire maîtriser par l'un d'entre eux et Ellie va lui tirer dans la jambe et ensuite Joel va s'en occuper en mode hors-champ. Bon, ça en dit déjà vachement de ce qui va être sur cet épisode, le hors-champ. Personnellement, je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. Encore une fois, The Last of Us est censé être un univers sans concession. Mais bon, ce hors-champ va être poursuivi jusqu'à la fin, puisque nous allons faire donc la rencontre de la leader de légende Caitlyn, qui est au passage une excellente actrice dans la série Yellow Jacket. Et donc cette femme, eh bien là c'est pareil, la direction artistique est toujours complètement illogique. Elle est bien portante, ainsi que toutes les personnes du groupe. Tous apparemment mangent très bien. Leurs vêtements, c'est parfaitement repassé. D'accord, ok, c'est... Et elle, la seule chose qu'elle a en tête, en fait, c'est donc retrouver, eh bien voilà, le personnage de Henry.
Henry et donc Sam, les frangins afro-américains qu'on va retrouver dans la fin de cet épisode. Mais entre-temps, elle a buté un tas de personnes séparées toujours hors champ. Donc épisode de bonne facture mais terriblement aseptisé. C'est du n'importe quoi. À présent, passer à l'épisode 5. Donc nous rencontrons les frangins afro-américains, c'est plutôt sympa, voilà, je trouve que dans le jeu vidéo je les aimais bien, et puis ben là c'est pareil, je trouve que c'est plutôt posé, mais bon c'est pareil, pour le personnage de Sam, le showrunner a décidé de lui mettre les caractéristiques suivantes qui sont donc le fait d'être sourd et d'être également muet. Bon, d'accord, ok, vous m'avez mis ça, mais on ne s'en sert pas. Alors que ça aurait pu être super sympa de faire une scène, je sais pas, par exemple avec un couloir dans lequel tu auras un claqueur, Ellie aurait parlé en langage des signes à Sam, et puis let's go. Bah non, voilà, on te dit juste que Sam est sourd et muet. Ouais, d'accord, ok, très bien. Bon, bah, c'est toujours ce putain de quota qui est rempli. Mais bref, voilà, passons. Donc, ils se racontent leur vie, etc. avec Joël. Ensuite, Henry explique à Joël pourquoi est-ce qu'il est poursuivi donc par notre leaduse de légende. C'est-à-dire qu'en grosso modo, bah, Sam a failli mourir, mais simplement, il est entré en contact avec le frère de celle-ci, et malheureusement, celui-ci est décédé, et par conséquent, elle est dans une espèce de pseudo-vengeance. Ouais, je sais, je tape de l'humour, mais honnêtement, il y a tellement de trucs qui sont pas cohérents. Les épisodes sont tellement tous conditionnés et tellement resserrés les uns entre les autres que voilà, j'essaie de faire du mieux que je peux, hein, vous avez vu, hein. Mais ouais, parce que là c'est pareil, on est à quoi? On est à l'épisode 5, on est à la moitié de la saison, et Craig Mazin ainsi que Ned Druckmann sont déjà en train de nous parler de la thématique de la vengeance, qui est normalement censée être la thématique dans The Last of Us partie 2. Mais bon, j'ai l'impression qu'ils avaient tellement peu de choses à raconter que là, on est à peine arrivé à l'épisode 5, on est déjà en train de t'en parler. Voilà, les cartouches sont déjà en train de se griller. Mais bon, voilà, soit. Du coup, on va les suivre parce qu'en fait, il faut qu'ils quittent la ville, il faut qu'ils arrivent à s'y échapper, donc pour poursuivre leur chemin jusqu'à une fameuse radio depuis laquelle ils pourraient potentiellement trouver à la fois des secours, que ce soit autant oralement que physiquement. Et donc bah là, ce qui va se passer, c'est que à la fin de l'épisode, on va donc avoir un affrontement entre donc Caitlyn ainsi que toute son équipe et bah, par conséquent Joel, Ellie ainsi que Henry et Sam. Et là, bon bah voilà, là pour le coup, il y a une très belle scène d'action puisqu'en fait, alors qu'ils sont en affrontement oral en dessous eux, il y avait un lit infecté, et là, pouf, ça pète et ça fait des chocs à pic, et là, par conséquent, qui nous voyons? Un colosse. Voilà, un colosse que dans le jeu vidéo, on voyait apparaître pour la première fois dans le chapitre dans lequel on rencontre Evil. Et donc là, par conséquent, va s'en suivre donc une grosse mascarade, ça va partir dans tous les sens, donc il y a quand même une bonne grosse scène d'action bien chargée. Je vous cache pas que, on va pas se mentir, ça m'a fait du bien, même si je pense que dans le fond c'était bien précalculé par les showrunners. Sauf que malheureusement, une fois qu'ils seront tous sortis de là, et bien voilà, il s'avère que malheureusement, et bien voilà, le pauvre petit Sam, malheureusement, s'est fait mordre. Et donc il n'y a que Ellie qui va être au courant, mais là, on va avoir affaire à une scène intéressante et qui n'était pas présente dans le jeu, c'est-à-dire que Sam, il demande à Ellie si elle a déjà eu peur, etc. Il lui pose pas mal de questions, et ben, Ellie ne se pose pas plus de questions que ça, si ce n'est qu'elle lui dit que elle aurait peur de finir seule. Et donc, après, on apprend que Sam a été mordu, mais Ellie ne savait pas. Tandis que là, par contre, dans le jeu vidéo, dans la série, eh bien, il lui montre sa blessure, et là, elle a fait un geste que j'ai beaucoup aimé, c'est-à-dire que avec son bras, donc à l'endroit où est-ce qu'en fait elle s'est donc fait mordre, eh bien, elle va utiliser sa blessure comme une espèce de pommade pour l'appliquer sur sa jambe, et ensuite elle le prend dans ses bras. Et là, par contre, j'ai trouvé que c'était une scène magnifique, c'est une belle scène de fratrie. Et là, bah ouais, là c'est cool, là on est dans du The Last of Us, c'est sympa, c'est voilà, là je retrouve l'ADN. Et malheureusement, au petit matin, alors que Henry ainsi que Joël sont en train de bavarder, est en train de manger, malheureusement, des cris se font entendre. Et oui, et malheureusement, Sam s'est donc transformé. Il va essayer de s'en prendre à Ellie. Ellie débarque dans la salle où sont donc le frangin ainsi que Joël. Et là, malheureusement, aïe 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 aïe, le gros choc. Henry va tirer sur Sam qui décède. Et puis là, bah, il est complètement pétrifié du geste qu'il a fait. Et il se tire une balle dans la tête. Et oui, là, ça y est, on retrouve enfin de nouveau du The Last of Us, parce que de The Last of Us, c'est triste, c'est sans concession, et les gens, voilà, ils sont à la recherche de tout ça. Donc voilà comment ça se termine, c'est quand même relativement tragique, mais paradoxalement, ça fortifie justement Ellie dans cette envie, ben voilà, de se faire opérer afin que justement toute cette douleur et toute cette souffrance se stoppe. Et voilà donc comment se termine cet épisode. À présent, place à l'épisode 6, dans lequel, eh bien,
Ellie et Joel vont donc retrouver Tommy, mais ils vont également faire la connaissance de Maria, et qui n'est autre que la compagne de Tommy, et on va apprendre dans la même foulée qu'elle est enceinte. Et ça, c'est un élément qui n'était pas dans le jeu vidéo. Donc, à voir ce qu'il en sera dans la saison 2, ce qu'il va en faire. Et donc, dans cet épisode, Joel va avoir une grosse discussion avec Tommy, notamment sur cette mission qu'il a au vis-à-vis de Ellie. Et ne se sentant pas dans une plus grosse pêche que ça, il lui explique que bah voilà, il se sent pas apte à pouvoir l'accompagner jusqu'au bout de cette mission. Il va tenter de le convaincre, ce que Tommy va finir par accepter. Sauf que bon, ben, Ellie ainsi que Joel vont avoir une discussion, et finalement Joel change d'avis, et finalement il décide quand même de reprendre le chemin avec elle. Mais dans cet épisode, ce que j'ai bien aimé, c'est que bon, bien que Ellie soit toujours une petite peste, une garce malpolie à qui j'ai envie de mettre des claques constamment, c'est toujours la même chose, l'acting de Joël est superbement bien mis en avant, et notamment via une scène dans laquelle, alors que sur un soir il est dehors, il voit une foule dans laquelle il voit des enfants, et il y a une espèce de flash dans laquelle de dos, il voit sa gamine, et ça j'ai trouvé ça vraiment super touchant. Et donc, une fois que tout cela est passé, arrive en fin d'épisode, alors que Joël et Ellie sont arrivés au fameux bâtiment du grand miroir, on se rend compte que bah voilà, les Lucioles ont déserté l'endroit, il n'y a plus rien. Et bien en revanche, il y a une cassette vidéo qui vont écouter, et là ils apprennent qu'en gros ils ont déménagé, ils sont partis dans un autre hôpital des kilomètres un petit peu plus loin. Et là, dans cette même foulée, des pilleurs vont arriver, et là, nouveau drame qui arrive. Joël arrive à en maîtriser un ou deux, sauf que malheureusement, dans cette scène de combat, il va se faire gravement blesser. Et là, voilà, gros suspense qui arrive. Que va-t-il se passer avec Ellie, qui va se retrouver donc seule avec Joël dans un état de semi-mort consciente, quoi. Épisode 7. Eh bien écoutez, épisode 7, ouais, ça reprend en fait Left Behind, qui était donc le DLC. Et en fait dans ce DLC, on nous explique en fait sa rencontre avec Riley, mais également comment que elle va se faire mordre. Ouais, bon, cet épisode, moi je l'ai pas... c'est un épisode contemplatif qui dure quoi? Qui dure une cinquantaine de minutes, et qui aurait pu être remis en 20-25. Parce qu'en fait dans le jeu vidéo, cet épisode était interactif, donc par conséquent interactif, hein, vous savez ce que c'est le joueur qui décide directement des choix. Et là pour le coup ça ne fonctionne pas dans cet épisode, bien que pour autant ils aient voulu être fidèles. Mais ça ne passe pas du tout, et dedans, on voit comment Kelly s'est fait infecter, Riley aussi, voilà, elles vont s'embrasser parce qu'apparemment il semblerait que Ellie soit lesbienne, voilà. Et entre-temps, Ellie par magie, je sais pas si Harry Potter est passé par là, mais elle arrive à soigner Joël en deux trois mouvements. Bon bah écoutez, d'accord, très bien. Encore une rapidité scénaristique, c'est vraiment très dommage, parce que ça aurait pu être quand même mieux. En tout cas, ces 50 minutes auraient pu être beaucoup mieux exploitées que cela. Mais bon bref, au point où est-ce qu'on en est. À présent, place à l'épisode 8. Et là, bah tiens donc, c'est bizarre, parce que là, nous rencontrons un nouveau groupe d'êtres humains. Mais attention, ces êtres humains, quand on voit comment ils sont, ils ont les joues creuses, ils ont le regard perdu, ils ont les cheveux huileux, hommes, femmes, enfants, et ils ont faim. Ils sont perdus, autrement dit. Et ils sont dirigés par un homme qui s'appelle David. Et tiens, c'est rigolo, parce que là, tiens, on se retrouve de nouveau vraiment dans l'univers The Last of Us pur et dur. Et donc, on va apprendre que David est donc responsable de ce groupe, et qu'en fait, il a trouvé des gens comme ça au fil de son aventure. Et donc, c'est lui qui les gouroutise, si je puis dire. Et on va se rendre compte que ce mec est autant pédo que cannibaliste, et qu'il utilise la religion du christianisme par conséquent pour pouvoir manipuler donc ce petit groupe d'êtres humains. Parce que bon, ils sont perdus, ils sont en manque d'espoir, ils ont besoin de ça, et David semble réussir à leur apporter. Mais bon, et là ils sont dans le qui-vive, parce que ils mangent pas, ils ont peur. Et là, waouh, mais ça y est, on a enfin entendu The Last of Us. Merci à toi, Ali Abassi. Voilà, il a tout compris, ce réalisateur. Sans déconner, quand Ellie, vu que Joël est dans un état voilà, extrêmement grave d'accident, elle va donc tenter de chercher des médicaments, elle va tomber sur lui, puis là il va y avoir un échange, c'est des médicaments contre le cerf qu'elle a tenté de buter, mais du coup c'est David qui s'en sera occupé. Et puis là il va y avoir un battle entre elle et lui. Et donc dans ce battle, voilà, David va tenter de la violer, il va tenter voilà, de la violer, et plus que ça. Et là on va rentrer dans une scène d'ultra violence
waouh, dans laquelle Ellie va le démolir. Vous vous rappelez de l'épisode de Negan quand il va tuer Glenn et le roux? Et bah là c'est exactement pareil avec le sang qui coule sur la caméra. Et puis là c'est pareil, le bras droit de David, vous voyez comment qu'elle l'achève. Mais est-ce qu'on se rend compte pendant un instant que le ton qu'on retrouve dans cet épisode, si on l'avait eu dans tout le reste de la série, donc de l'épisode 3 jusqu'à l'épisode 7, vous voyez un peu comment que ça aurait été? Parce que je suis désolé, mais de l'épisode 3 sur l'épisode 4, bon, épisode 5, c'était quand même un très bon épisode, mais épisode 6, épisode 7, ça va. Et là, moi, j'ai l'impression, en fait, qu'il y a un fossé. Épisode 1, épisode 2, c'est du The Last of Us. Épisode 3, épisode 4, d'accord, ok. Épisode 5, c'est du The Last of Us. Le 6 et le 7, ouais, bon, voilà, sans plus. Et là, tiens, épisode 8, Joël, il a du coup retrouvé une force surnaturelle, ça devient Rambo, il bute tout le monde. Mais en même temps, c'est normal, puisque dans le jeu vidéo, il est exactement comme ça. Mais Joël, ça le rend complètement bipolaire, en fait, dans l'écriture de son personnage. Et puis là, Ellie, bah voilà, d'un coup, tiens, on voit que voilà, d'un coup, ça y est, elle aussi, ça commence à bien secouer. Bah ouais, ah ouais, c'est bien le gros problème de la série. Et donc, une fois que David a été buté, eh bien, voilà, il va y avoir une raffermisation entre Joël ainsi que Ellie. Et à présent, place au neuvième et dernier épisode, dans lequel eh bien voilà, on retrouve l'introduction originale qu'on avait pu avoir dans les épisodes 1 et 2, et là dans celui-là, on va donc voir la mère de Ellie, qui va donc accoucher de celle-ci, mais qui après va se faire buter donc par Marlène, qu'on retrouve également, et qui en dit beaucoup sur qui elle est. Et là, bon, voilà, du coup, on retrouve ensuite Joel et Ellie, ils arrivent à l'hôpital, et donc là, ils retrouvent également Marlène. Sauf que bah, Marlène apprend à Joël que Ellie va se repérer, mais que face à cette opération, Ellie ne survivra pas. Ce à quoi Joël, eh bien forcément, bah, il est pas d'accord pour ça. Ils ont quand même traversé plus de la moitié du pays ensemble, et il s'est enfin lié, bah voilà, presque d'amour envers elle, d'affection. Et ben là, Joël va partir en freestyle parce que bah, il a buté du coup tous les militaires de l'hôpital ainsi que le chirurgien qui donc devait opérer Ellie. Et la cerise sur le gâteau, il va également buter Marlène. Et quand je vous dis qu'il la bute, hein, c'est genre paf, une tascose dans la tête, mais de manière vraiment bien frontale, parce que bah, en la tuant, elle ne pourra pas les retrouver. Et à la fin de cet épisode, Ellie demande à Joël la fameuse question, c'est est-ce que tout ce qu'il lui a dit sur ceci est vrai? C'est-à-dire que Joël, eh bien, lui a fait croire, lui a vendu que d'autres personnes étaient immunisées comme elle, mais qu'ils ont cherché de rechercher un vaccin. Voilà. Et il l'a fait pourquoi? Bon, ben, on imagine pour un, voilà, pour un égoïsme, hélas. Et donc voilà comment se termine cet épisode. Ah là 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 là. Ouais. Ouais, ouais, je sais, c'est vrai que ces 15 dernières minutes de vidéo ont été pas mal rushées, mais honnêtement, que voudriez-vous que je vous dise de plus? En fait, cette série, et maintenant je vais parler autant à la fois en tant que gamer, mais après aussi en tant que spectateur, moi en tant que gamer, donc je vais vous le dire, voilà, à présent, j'ai été mitigé par cette série, je l'ai trouvée très moyenne, si je devais lui donner une note, je lui mettrais donc 5 sur 10, et encore c'est parce que Ali Abassi a été là pour relever le niveau sur les épisodes 9 et 10, mais bon, pour moi cette première saison manque cruellement de rythme, elle est hélas mal calibrée, des choses trop longues auraient dû être plus courtes, et des choses trop courtes méritaient beaucoup plus d'enrichissement. Ouais, il y avait beaucoup plus à exploiter. C'est dommage. Maintenant, bah, la série est telle qu'elle est. Et comme je l'avais dit en début de vidéo et même à plusieurs reprises, tous ceux et celles qui ont aimé, il n'y a évidemment aucun problème. Si au moins ça vous l'a matché, eh bien au moins c'est tant mieux pour vous. Moi pour ma part, bon bah c'est vrai que cette première saison j'ai été déçu en grande partie, mais bon c'est pas grave, j'ai les jeux vidéo derrière et par conséquent bah j'aurai plus qu'à à faire passer ma pilule dessus, on y rejoint. Maintenant je me place après en tant que spectateur. Si je ne connaissais pas du tout le jeu vidéo et que je n'avais jamais regardé un let's play ou même ne serait-ce qu'une image, j'aurais peut-être pu apprécier la série. Peut-être pas à 100%, mais j'aurais pu la trouver plutôt sympathique, le genre de série que tu te regarderais un petit dimanche après-midi avec ta copine. Mais bon, ça aurait rien changé par contre à tous les problèmes scénaristiques que j'ai pu voir. Là par contre, ça aurait été la même chose. Maintenant, là où par contre, moi je suis quand même choqué que je tenais quand même à le dire dans cette vidéo, c'est quand même dans la direction scénaristique. C'est-à-dire que dans cette première saison, Craig Mazin a quand même bien revendiqué et insisté en disant que dans cette première saison,
on se concentrerait principalement que sur les rapports humains et qu'il n'y aurait donc pas d'infectés, en tout cas quasiment pas d'action, quasiment pas de tension, quasiment pas de sang. Mais en fait, il y a un truc qui ne colle pas. Car j'avais entendu beaucoup de personnes qui disaient que mais les claqueurs ne servent à rien, c'est juste pour exciter le joueur. Ah, pas du tout. Les claqueurs sont présents parce qu'ils ont été infectés. À la base, c'était des êtres humains. Et la mission pour Ellie, et là où c'est pour moi l'énorme carton rouge scénaristique, c'est que dans la série, on te dit donc qu'elle a été immunisée et que par conséquent, il faut qu'elle se fasse opérer afin qu'un vaccin soit fabriqué. Mais attendez, mais il n'y a rien de tout ça, il n'y a pas d'action, il n'y a rien. Ce sont les êtres humains qui sont les grands méchants loups. Alors dans ce cas-là, si ce sont les êtres humains la menace principale et qu'il n'y a pas de claqueur et qu'il y a aucun danger, pourquoi donc Joël irait s'emmerder à aller lui faire traverser tout le pays alors qu'il n'y a aucun danger? Aïe 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 aïe, pour moi c'est une faute grave. C'est à présent la fin de cette critique. J'espère que vous aurez du plaisir à regarder cette vidéo qui arrive quasiment à 1 heure. C'est donc la première vidéo longue sur ma chaîne. Je vous souhaite un très bon visionnage. Et vous, que vous soyez autant gamer que spectateur, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et vous avez le droit, évidemment, de ne pas être d'accord avec moi vis-à-vis de tout ce que j'aurais dit dans cette vidéo. Et évidemment, de me dire ce qu'il en est dans la mesure du respect. Je vous fais évidemment toute confiance pour cela. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao!